le samedi 13 avril à 20 heures. Temps moyen de Greenwich, Israël a subi 5 heures solides d'assaut aérien sans précédent de la part des forces iraniennes. Un barrage de plus de 120 missiles balistiques, 170 drones et 30 missiles de croisière a été dirigé partout, de Jérusalem à Tel Aviv. Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans 720 sites nationaux. L'Iran a nommé cela « Opération Vraie Promesse », leur première attaque directe contre leur rival de longue date. C'est une attaque qui a alerté la communauté internationale en attente du prochain geste de l'Iran. Et pourtant, malgré l'intensité de l'attaque, lorsque la fumée s'est dissipée, la base aérienne israélienne de Nevatim n'a subi que des dommages structurels mineurs et l'une des seules victimes était une petite fille de 7 ans blessée. Cela n'a pas de sens. Comment Israël a-t-il pu sortir relativement indemne face à une attaque apparemment dévastatrice? D'une attaque surprise? La réponse est dans les actions de leurs alliés, principalement les États-Unis d'Amérique. Comment les États-Unis ont-ils contrecarré cette attaque et prévoient-ils de faire face aux autres? Pourquoi l'Iran a initié cette attaque et quelles pourraient être les implications pour le Moyen-Orient et le monde? Actuellement, cette région historiquement instable est devenue plus explosive qu'elle ne l'a jamais été auparavant. Alors que les objectifs d'expansion européenne de la Russie ne sont retenus que par un conflit sanglant en Ukraine, la Chine lorgne sur Taïwan pour une invasion et la violence à Gaza semble mettre Israël et l'Iran, tous deux acteurs puissants et lourdement armés au Moyen-Orient, sur une trajectoire de collision potentiellement désastreuse où les intérêts géopolitiques et militaires des États-Unis sont intimement impliqués. Il semble qu'à tout moment, le monde entier pourrait éclater en guerre, mais la plupart des actions finissent souvent par n'être que des réactions. Avant de voir comment les États-Unis sont intervenus le 13 avril, nous devons porter notre regard sur le début du mois. Le 1er avril 2024, l'ambassade iranienne à Damas a reçu une surprise locale pour le poisson d'avril. Frappe aérienne de sites déployée par une prétendue force de frappe d'avions de guerre israéliens F-35 qui a détruit la navire iranien. Bien qu'Israël n'ait jamais officiellement revendiqué la responsabilité de l'attaque, le Guardian et le New York Times ont tous deux rapporté que des sources anonymes au sein du gouvernement israélien ont confirmé que la nation était responsable de l'attaque. Ces suppositions ne sortent pas de nulle part, surtout lorsque vous êtes au courant du contexte clé derrière ces attaques de va-et-vient. Alors que le conflit violent à Gaza entre les forces israéliennes et palestiniennes ne fait rage dans ces états exacerbés que depuis le 7 octobre, 2023, l'Iran et Israël sont engagés dans une guerre par procuration depuis la révolution iranienne de 1979. L'Iran cherchant à dominer la région en finançant diverses milices et groupes insurgés, y compris le Hamas, le Hezbollah et les Houthis, tous ayant joué un rôle prépondérant dans le conflit récent. L'Iran considère essentiellement Israël comme peu plus qu'une marionnette des États-Unis, un vecteur pour les Américains d'exercer une influence géopolitique sur les nations environnantes sans se salir les mains. En sapant Israël et en le forçant à se battre dans une guerre sur plusieurs fronts avec ses différents groupes, l'Iran espère finalement briser l'emprise de la nation. Néanmoins, le conflit n'a jusqu'à présent été qu'une guerre par procuration. Ce que nous voyons dans ces attaques est une transformation préoccupante qui met deux titans du Moyen-Orient en conflit plus direct que nous n'avons jamais vu auparavant. Il est largement admis que la cible principale de l'attaque était le général de brigade Mohammad Reza Zahedi, une figure clé pour maintenir la connexion entre l'Iran et des groupes comme le Hezbollah et le Djihad islamique palestinien. Des sources au sein des gardiens de la révolution iranien ont même confirmé que l'attaque a eu lieu lors d'une réunion entre Zahedi et le Djihad islamique palestinien concernant la guerre à Gaza. Si Zahedi était la cible visée par l'attaque, alors elle a été à tous égards un succès. Zahedi et 15 autres ont été tués. 7 gardiens de la révolution islamique, 5 miliciens pro-iraniens, un militant du Hezbollah, un conseiller iranien et malheureusement 2 civils. 5 miliciens pro-iraniens, un militant du Hezbollah, un conseiller iranien et malheureusement 2 civils. L'attaque a provoqué un tollé mondial, attirant les critiques du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que des accusations selon lesquelles Israël aurait violé la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires et l'article 2 de la Charte des Nations Unies en organisant une attaque contre un bâtiment diplomatique. Peter Beaumont et Emma Graham Harrison du Guardian ont également critiqué l'attaque comme un acte d'escalade extrêmement risqué, suggérant qu'Israël avait, je cite, « bousculé toutes les lignes rouges pour attaquer un lieu que Téhéran considère comme équivalent à une attaque sur le sol iranien ». Cependant, personne n'était plus furieux que l'Iran et la Syrie eux-mêmes, ainsi que leurs groupes associés.
L'Iran était particulièrement irrité, étant donné que Zaidi était leur officier militaire de plus haut rang à être assassiné depuis la frappe américaine qui a tué le général Qassem Soleimani en janvier 2020. Après l'attaque, le Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran, présidé par le président Ebrahim Raisi, s'est réuni pour discuter et planifier des représailles appropriées. L'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême, a déclaré « Nous les ferons regretter ce crime et des actes similaires ». Alors que la situation semblait rapidement échapper à tout contrôle, l'ambassadeur adjoint des États-Unis auprès des Nations Unies, Robert Wood, a exhorté l'Iran et ses groupes alliés, dont le Hamas, le Hezbollah et les Houthis, à adopter une approche calme et mesurée. Tous les espoirs que la diplomatie de Wood désamorcerait la situation ont été anéantis lorsque les représentants du Hezbollah ont publié la déclaration « Ce crime ne passera certainement pas sans que l'ennemi reçoive une punition et une vengeance ». Comme vous l'avez sûrement deviné, ces mots prédisaient l'incident qui aurait lieu 2 semaines plus tard. Hussein Akbari, l'ambassadeur de l'Iran en Syrie, a encore aggravé la guerre des mots avec le commentaire « Israël recevra certainement une réponse à ce crime au bon moment et dans la bonne situation ». Et le 13 avril semblait être le moment et la situation en question. Une salve de missiles a été lancée depuis l'Iran, l'Irak, le Yémen et le Liban contrôlés par le Hezbollah vers un certain nombre de cibles, y compris la base aérienne de Nevatim précédemment mentionnée, qui était supposée être la base d'où a été lancée la frappe contre le consulat de Damas. Les alliés d'Israël, le Royaume-Uni, la France, la Jordanie et les États-Unis ont intervenu en abattant des missiles traversant l'espace aérien jordanien. Alors, pour revenir à notre question centrale, comment les États-Unis ont-ils réellement joué un rôle clé dans la défense d'Israël contre l'attaque surprise iranienne? Cela a tout à voir avec les actifs qu'il a stationnés dans la région. 2 destroyers de la marine américaine, l'United States Ship Kearney et l'United States Ship Arleigh Burke, étaient stationnés en mer Méditerranée, où ils ont pu intercepter et détruire au moins 6 des missiles iraniens. Le Kearney avait déjà gagné ses galons ces derniers mois en repoussant les attaques de lance-roquettes Houthis et de drones explosifs en mer Rouge. Il était donc déjà préparé à une attaque surprise comme celle-ci. Cependant, ce n'était pas le seul atout maritime qui a été vital pour aider les États-Unis à intercepter les centaines de missiles iraniens. Les escadrons 494 et 355 de l'armée de l'air ont aussi contribué. D'après la Maison-Blanche, ils ont effectué des dizaines d'interceptions aériennes risquées. Une batterie de défense antimissiles Patriot basée à Erbil, en Irak, est également entrée en jeu, interceptant et détruisant un certain nombre des armes iraniennes. Selon le général à la retraite Frank McKenzie, ancien chef du commandement central des États-Unis, beaucoup considèrent cela comme une perte dévastatrice pour l'Iran. Les missiles dépensés dans l'attaque ne représentaient pas une portion insignifiante des 3000 missiles en stock de l'Iran. Selon McKenzie, les États-Unis utilisent le suivi par satellite pour surveiller le stock d'Iran et fournir un système d'alerte précoce pour les lancements potentiels. C'est pourquoi l'attaque a pu être interceptée et détruite sans incident. Une fois la poussière retombée, le président américain Joe Biden a déclaré avoir dirigé le déplacement d'avions et de destroyers de défense contre les missiles balistiques américains dans la région pour soutenir la défense d'Israël cette dernière semaine. Grâce à ces déploiements et à l'extraordinaire compétence de nos militaires, nous avons aidé Israël à abattre presque tous les drones et missiles entrants. Cependant, bien que l'évitement de la perte de vie soit toujours une victoire, l'attaque a laissé un sillage de chaos au Moyen-Orient. En Israël, les tensions politiques montent, avec Yair Lapid, leader de l'opposition, accusant le Premier ministre Benjamin Netanyahou d'affaiblir la politique de dissuasion du pays, un pilier clé de la défense nationale. Si l'attaque a laissé au Premier ministre en difficulté une hausse temporaire de popularité dans les sondages à l'échelle nationale, il est indéniable que l'attaque est une preuve de l'insuffisance de la dissuasion. Le commentateur Ben Casbit a répété les pensées des critiques israéliens. Les Iraniens ont perdu leur sens de la peur. Moins de mandataires, d'agents clandestins et d'attaques terroristes secrètes. Désormais, c'est l'Iran contre Israël à découvert. La dissuasion israélienne, qui a amené l'Iran à ravaler sa fierté à chaque fois et à ne pas attaquer Israël directement, est maintenant brisée. Cela serait déjà assez grave en soi, mais certains commentateurs ont également observé le côté sombre de la coalition lâche d'alliés qui sont venus défendre Israël lors de l'attaque iranienne. Cela a posé un problème inquiétant pour Israël. Peuvent-ils encore compter sur eux-mêmes pour leur défense en l'absence d'alliés comme le Royaume-Uni, la France, la Jordanie et les États-Unis? Cela place clairement Israël dans une position inavantageuse. S'ils veulent réaffirmer la puissance de leur politique de dissuasion, ils doivent riposter contre l'Iran avec une force suffisante pour en faire un exemple pour avoir osé franchir la ligne. Des éléments du cercle intime de Netanyahou étaient déjà partisans de cela.
comme le ministre de la Sécurité nationale d'extrême droite d'Israël, Itamar Ben-Gvir, qui avait déjà encouragé le cabinet de guerre israélien à, je cite, « devenir fou » en réponse à l'attaque de l'Iran. Le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, a également répondu « Nous ne pouvons pas rester immobiles face à ce genre d'agression ». Le cabinet de guerre réuni a proposé une série d'options de réponse, ainsi que les inconvénients majeurs potentiels de chacune d'elles. La première était de mener une frappe contre une cible alliée à l'Iran comme l'Irak ou le Liban, ce qui avait l'inconvénient de sembler aux membres du cabinet de guerre sous-proportionné à l'attaque directe de l'Iran sur Israël. La deuxième option était une frappe contre une cible symbolique en Iran, qui comportait l'inconvénient de potentiellement détériorer les relations avec les États-Unis, réticents au conflit. La troisième option était de mener une cyberattaque sur l'infrastructure de l'Iran, mais cela a également été jugé comme une réponse non proportionnelle et aurait également pu avoir l'inconvénient supplémentaire de montrer trop tôt la main d'Israël en ce qui concerne ses capacités cybernétiques. La quatrième option était d'augmenter le nombre d'assassinats ciblant l'Iran effectués par le Mossad, le service de sécurité d'Israël. Mais Israël ne revendiquerait pas directement la responsabilité de ces assassinats, perdant ainsi l'élément propagandiste d'une réponse à l'attaque de l'Iran. Il semblait clair que Israël ne pouvait simplement ignorer cela. C'est compréhensiblement là que les alliés des deux côtés du conflit ont commencé à s'inquiéter. L'analyste et journaliste Daoub Koutab a commenté que le conflit entre Israël et l'Iran a laissé le reste du monde arabe terrifié par ce qu'une autre guerre régionale pourrait faire à une région déjà dévastée. Si cela se produisait, cela aurait des répercussions non seulement régionales, mais aussi mondiales. Tout conflit régional irano-israélien entraînera les pays du Golfe, mais aussi les États-Unis, la Russie et la Chine, créant une confrontation mondiale potentiellement explosive. Khattab est loin d'être le seul à croire que ce conflit pourrait dégénérer avec des conséquences catastrophiques. Alors que les États-Unis étaient plus qu'heureux de défendre Israël contre une attaque, ils ont tracé la ligne à ne pas s'impliquer dans un quelconque conflit proactif. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé Benny Gantz, un ministre israélien et membre du cabinet de guerre, pour souligner le fait que bien que les États-Unis ne diraient pas à Israël quoi faire, personnellement, des tensions accrues avec l'Iran ne bénéficieraient à personne. Le président Biden a également conseillé à Israël de prendre la victoire d'avoir déjoué l'attaque iranienne plutôt que de risquer d'encourir d'autres représailles. A déclaré le secrétaire à la défense Lloyd Austin, « Nous condamnons ces attaques imprudentes et sans précédent de l'Iran et de ses mandataires, et nous appelons l'Iran à cesser immédiatement toute autre attaque, y compris de ses forces mandataires, et à désamorcer les tensions. Nous ne cherchons pas le conflit avec l'Iran, mais nous n'hésiterons pas à agir pour protéger nos forces et soutenir la défense d'Israël. » Le ton de la désescalade s'est répercuté parmi les autres alliés impliqués dans la défense d'Israël contre l'attaque. Le secrétaire aux Affaires étrangères britannique David Cameron a déclaré à la British Broadcasting Corporation que la position officielle du Royaume-Uni était contre une frappe de représailles d'Israël sur l'Iran, et le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'il encouragerait Israël à ne pas escadriller le conflit. Le Japon et l'Australie sont également intervenus pour encourager Israël à ne pas mener d'autres attaques, tandis que des responsables gouvernementaux russes et chinois ont exhorté l'Iran à faire preuve de prudence dans ses prochaines actions. Même le président Vladimir Poutine, qui aime généralement la violence de la manière dont les poissons aiment l'eau, a exprimé l'espoir que toutes les parties feraient des preuves de retenue raisonnable et éviteraient une nouvelle série de confrontations lourdes de conséquences catastrophiques pour toute la région lors d'un appel avec le président Raisi. Une déclaration conjointe issue d'une réunion d'urgence des dirigeants du G7 indique « Nous exigeons que l'Iran et ses mandataires cessent leurs attaques, et nous sommes prêts à prendre d'autres mesures maintenant, et en réponse à d'autres initiatives déstabilisatrices. » La communauté internationale avait de bonnes raisons de s'inquiéter d'une escalade soudaine du conflit. Après que Israël a déclaré qu'il riposterait, le président Raisi d'Iran a averti qu'une réponse iranienne rapide serait inévitable, une réponse qu'il prétendait ne laisserait que peu de choses du régime israélien. Ces menaces ne semblaient pas non plus être entièrement du vent, car l'Iran a annoncé son intention de déployer des navires de guerre en mer Rouge pour protéger les intérêts de navigation iraniens. Cependant, si vous lisez entre les lignes ici, et vous n'avez vraiment pas à lire de très près, vous pouvez voir que c'est clairement un bruit de sabre de la part des Iraniens. Une chose est absolument claire, même à travers le brouillard de la guerre, ce n'est pas fini. Au moment de la réalisation de cette vidéo, l'une des dernières contre-mesures a été une frappe le 19 avril où des bruits d'explosion et de tirs de défense contre avions ont été signalés dans la province centrale iranienne d'Ispahan, site de la grande base aérienne de Shikari et de plusieurs sites clés impliqués dans le très controversé programme nucléaire iranien. Les États-Unis ont fermement nié toute implication dans l'attaque, mais Israël n'a fait aucun commentaire officiel, laissant entendre son implication probable par omission, tout comme l'attaque du consulat de Damas.
Contrairement à l'attaque de Damas, cependant, aucun blessé n'a été signalé cette fois-ci. L'Iran a déclaré de manière surprenante que toute cette affaire n'était qu'une attaque manquée par 2 quadricoptères. Cependant, bien que l'attaque n'ait guère été une réponse sévère, il s'agit probablement toujours d'une démonstration de force de la part de l'Iran, car l'imagerie satellite a éclairé certains des détails plus larges de l'attaque israélienne probable. Selon la British Broadcasting Corporation et Columbia Broadcasting System, grâce à l'utilisation de photos d'imagerie optique, pensez au type de choses que vous verrez en tuant le temps sur Google Earth et à l'imagerie satellite radar à ouverture synthétique qui utilise des ondes radio basées sur satellite pour cartographier la surface de la Terre, nous pouvons voir que des dégâts mineurs ont été causés à la base aérienne iranienne. La base était dotée d'un système de défense aérienne S-300 composé essentiellement de véhicules avec radar et équipements de missiles. Cela a été montré dans les photos avant et après avoir été endommagé par la frappe israélienne. Selon l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique de l'Organisation des Nations Unies, aucune des installations nucléaires n'a été endommagée lors de la frappe et l'Iran n'a pas fait part de ses intentions de répondre ou d'escalader malgré ses menaces antérieures. Alors pourquoi cette attaque ? Qu'aurait à gagner Israël de cette ligne de conduite spécifique ? La plupart des experts en politique étrangère s'accordent à dire que cette attaque était une demi-mesure israélienne, destinée simultanément à envoyer un message à l'Iran tout en apaisant le désir de leurs alliés internationaux d'éviter une escalade supplémentaire du conflit. C'est également crucial, car Isfahan a aussi été appelé le berceau des ambitions nucléaires de l'Iran. Alors que l'Iran a toujours affirmé que son développement nucléaire visait à l'obtention d'une énergie nucléaire pacifique, divers membres de la communauté internationale ont exprimé des doutes à ce sujet. Il est clair qu'Israël essaie de faire comprendre à l'Iran que ses installations de production nucléaire ne sont pas hors de portée si la guerre s'intensifie. Une autre attaque, que l'on croit être en réponse à l'assaut de l'Iran le 13 avril, a eu lieu en Irak le 20 avril. On pense que l'attaque a été commise par Israël conformément à la première option présentée par le cabinet de guerre. L'attaque a frappé la base militaire du Kosovo située à 30 miles de Bagdad, tuant une personne et en blessant 8 autres. L'attaque visait à frapper les forces de mobilisation populaire, ou forces de mobilisation populaire, une milice qui agit comme un autre des nombreux mandataires de l'Iran. Ce groupe est probablement aussi impliqué marginalement dans les parties irakiennes de l'attaque du 13 avril, le mettant directement sous la menace d'Israël. Les États-Unis ont une fois de plus nié toute implication dans l'attaque, laissant Israël comme le coupable le plus probable. Beaucoup se sont demandé pourquoi la réponse de l'Iran a été si modérée jusqu'à présent, surtout étant donné qu'une escalade du conflit semble correspondre à leur plan plus large. La réponse peut résider dans les opinions de l'Arabie saoudite, car le ministère des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite a appelé à une désescalade après l'attaque initiale de l'Iran. Tout en étant également un allié des États-Unis, bien qu'admettant un avec des réserves plutôt importantes lorsque vous examinez les petits caractères à la loupe, Téhéran a passé au moins plusieurs années à se rapprocher des Saoudiens. Bien que l'éclatement de la guerre à Gaza ait retardé les procédures, les pourparlers organisés par la Chine en 2023 ont consolidé la paix entre les anciennes nations rivales. Un accord très avantageux pour les deux parties en ce qui concerne la consolidation du pouvoir dans la région. Étant donné que le président Rézi a fait de la conclusion de tels accords avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis une partie majeure de sa plateforme politique, il est probable que la désescalade soudaine était, en partie, un plan pour apaiser leurs nouveaux alliés. Jusqu'ici, nous avons eu de la chance que cette situation n'ait pas dégénéré en guerre régionale. Il suffirait qu'un seul domino tombe pour plonger le monde entier dans le chaos. Espérons que ce domino ne tombe pas de sitôt. Découvrez maintenant, que se passerait-il en cas de guerre entre les États-Unis et l'Iran ? Comparaison militaire armée. Ou regardez plutôt ceci.